Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et nous voici pour le bilan lecture du mois de mars. Nous allons reprendre le bilan là où je l'ai laissé lors du premier update, c'est-à-dire à partir du 14 mars. Et pour le coup, depuis le 14 mars, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 livres en 15 jours, du coup, ce qui fait un total de 45 lectures au mois de mars, alors qu'à la base, j'en avais prévu que 21. Justement pour que je lise ces 21 livres et qu'une fois que je les ai finis, et ben s'il me reste du temps, je puisse lire, parce que voilà, quand je me prévoyais plus de 30 bouquins, voire 40 bouquins, ça me foutait le stress et c'était pas cool quoi. Alors que là du coup voilà, au 14, enfin à peu près autour du 19 mars, j'avais fini de lire tous les livres que je voulais, que j'avais prévus. Et après tous les autres livres que je vais vous présenter, c'est vraiment des livres qui me faisaient envie et j'avais le temps de les lire, donc je les ai pris. Donc on va commencer par faire le bilan du Cozy Book Challenge, du coup parce que la plupart ont été lus pour le Cozy Book Challenge. Donc je l'ai réussi, j'ai mon badge dragon du coup, parce qu'il fallait lire 16 livres. Du coup, parce que j'avais abandonné la lignée des maudits pour la sous-catégorie du premier menu Try Everything, j'avais abandonné la lignée des maudits et du coup je l'ai remplacée par l'Académie des méchants tome 3, tout simplement parce que le mot-clé famille correspond, enfin famille amitié correspond énormément à l'Académie des méchants et à ce clan des serial killers qu'on va suivre. Voilà, donc c'est une histoire, donc c'est une académie des méchants. On va suivre plusieurs personnages, plusieurs enfants qui vont apprendre à être de véritables méchants. Et dans celui-là, c'est le dernier qui est sorti en date, début mars. Et dans celui-là, du coup, les enfants vont devoir faire une compétition avec les plus grands de personnalités de l'académie des méchants. Et le plus fort des méchants gagne un artefact bien particulier. Voilà, donc c'est très rigolo comme série, j'aime beaucoup. Du coup là j'ai le tome 2 et 3 à la maison, mais le premier c'était un emprunt. Mais voilà, c'est très illustré, c'est très rocambolesque, mais il y a toujours cette touche très émouvante avec l'amitié de ces 4 personnages qui font équipe envers tout. Envers contre et tout, je sais plus comment on dit. Bref, voilà, c'est vraiment très drôle. Ils font vraiment plein de choses, il y a pas mal de petits clins d'œil, il y a vraiment plein de choses. Voilà. Et puis pour ceux qui aiment bien l'humour un petit peu grivoise, nous avons un lion, son super pouvoir c'est de péter très fort et de pouvoir asphyxier les gens. Ensuite, j'ai dû lire du coup pour Patoun glacé, je devais lire Page et compagnie et le Grimoire de l'étrange. Ce sont 2 livres que je n'ai pas voulu lire. Du coup, j'ai lu le premier tome du Monde de Nedara. Vraiment, Catherine Applegate, je l'avais lu déjà dans Willowdene, c'était bien, mais c'était pas non plus extraordinaire. Et donc du coup, j'avais envie de la découvrir dans autre chose. Et donc du coup, je suis vraiment tombée amoureuse de cette série en tout cas. Qui est dirigée par une derne, mais vraiment c'est un golden retriever qui marche avec des pouces opposables. Voilà, c'est vraiment ça. D'autant plus que vu que les dernes sont en voie d'extinction et qu'en fait ils sont vraiment recherchés par la royauté parce qu'ils veulent tous les exterminer, elle est obligée de faire croire qu'elle est un chien. Mais bon, là du coup on est sur une fantaisie animalière très proche de Podkin par exemple. Au début ils vont être 3 et puis après ils vont être 4, ils vont être 5 et 6, 7, etc. Ils vont vraiment être une grande famille parce que comme je l'ai dit, donc les dernes sont recherchés et sont recherchés pour être tués. Et du coup toute la bande d'amis que va se faire la derne, donc Bix, a pour but de chercher les derniers dernes qui existeraient. Une colonie perdue peut-être. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Celle qui reste, l'Ultimon. Mais bon, à la base, c'est vraiment une quête de survie, vraiment une quête de survie. Et après, on aborde cette légende de colonie perdue à peu près aux 3/4 du bouquin, puisqu'après, ça sera vraiment le sujet mère du 2e tome que je vais vous présenter aussi, qui est là.
Et j'ai hâte de lire le tome 3. Normalement je le lis cette semaine, voire même mercredi ou jeudi je lirai le tome 3. C'est une trilogie donc je la terminerai. Et franchement c'est vraiment un joli bonheur. C'est proche du coup de cœur, mais j'attends de voir ce que donne le tome 3, parce que si le tome 3 est vraiment excellent, ça pourrait vraiment être une nouvelle trilogie coup de cœur comme Podkin. Uki, je sais pas encore, parce que j'en suis qu'au tome 2 et je l'ai pas encore lu, donc il faut voir. Mais vraiment, Fantaisie animalière, elle est vraiment géniale. C'est vraiment en plus de l'amitié qui ne se fait pas facilement, parce que des fois j'ai un peu de mal dans les histoires où les gens deviennent amis très vite, tout est simple et tout. Non, là il y a vraiment des questions de méfiance, des questions de confiance qui sont vraiment très importantes. Et au cours des 2 tomes, il y a vraiment après ce sentiment de reconnaissance, parce que en fait les compagnons de Bix n'ont rien à y gagner dans cette quête qui est ma foi très dangereuse, périlleuse. Ils ont frôlé la mort et rien ne les retient, mais juste parce que ils aiment Bix, ils aiment ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ce en quoi elle croit, etc. Voilà, c'est vraiment quelque chose de basé sur des valeurs sûres, des valeurs fortes, et pas juste une amitié très simple, très simple d'accès quoi. Et puis j'aime beaucoup parce que aussi c'est une histoire d'amitié et de fan family qui regroupe tout un tas de personnages qui n'ont rien à voir. On a une braconnière, on a Bix, on a Tobel qui est vraiment cette petite bestiole là qui est vraiment très petite, qui en soi n'a pas forcément de système de défense hyper poussé pour protéger Bix. Mais on a aussi Gambler qui est une énorme panthère noire, vraiment imaginez-vous Bagheera mais plus avec beaucoup plus de férocité. On a aussi un voleur, on a aussi un magicien, un apprenti magicien. Enfin, il y a vraiment plein de personnages hétéroclites et qui ont ma foi le même but et la même envie. Et puis là ça va devenir aussi un petit peu plus des intrigues de cour, on va dire, très vite, parce qu'il y a un des personnages qui va essayer de récupérer son trône pour faire face au roi actuel qui est un tyran et qui fait n'importe quoi, qui essaie de faire la guerre aux voisins. Donc voilà, c'est vraiment très complet. Et puis surtout ce que j'aime beaucoup, c'est que le rythme est vraiment super bien travaillé. Malgré que ce soit quand même des romans, le premier fait 400, le deuxième fait 370, donc c'est assez relatif, mais on a vraiment des chapitres courts et c'est vraiment effréné, même s'il y a quand même des périodes qui sont un peu longues, parce que ils doivent, je vais vous montrer la carte, ils doivent carrément traverser tout le pays, voire plusieurs pays, donc parfois vous allez voir, ils demeurent par là et leur but c'est d'aller là et puis après ils vont aller là. Donc pendant toute cette marche, cette randonnée, cette quête, il va y avoir des moments où il se passera peut-être pas forcément grand chose, mais ce sera des moments où la parole aura vraiment tout son sens et ils vont se dire des choses qui seront importantes. Ils vont traverser des villages qui vont se révéler importants ensuite. Donc et le fait que ce soit bien écrit, que les personnages, on les découvre pas tout direct d'un coup et que au fur et à mesure on dissémine des petites choses qui sont super intéressantes à apprendre sur eux, et ça fait qu'on ne s'ennuie pas, parce que moi par exemple vraiment toutes ces pérégrinations comme ça, dans certaines fois dans les livres où juste leur dialogue consiste à dire oui j'ai faim, on s'arrête, on va manger, bon on va bivouaquer, et puis le lendemain on rebelote, ils marchent et puis après ils mettent la tente, ils mangent, ils se couchent et puis après ils rebelotent. Et il y a vraiment des moments comme ça où dans les livres j'arrête quoi, parce que quand c'est pour peu que ça dure 2 semaines leur voyage, tu peux avoir 100 pages où il se passe rien, absolument rien. Là ce n'est pas le cas, d'autant plus que l'autrice a misé sur le fait que cette quête qui les pousse à survivre, donc tous ces gens qui essayent de les retrouver, ils sont constamment à leur botte en fait, ils ont vraiment tout le temps cette trouille aux fesses où les gens qui les poursuivent sont tout le temps très proches d'eux en fait. Donc c'est pour ça aussi que ça rajoute un rythme rapide, parce que parfois aussi dans d'autres fantaisies comme ça où ils sont poursuivis, ils sont recherchés, et t'en vois jamais en fait, t'en vois jamais la couleur de ces personnes là, parce que soit on les oublie, soit ils sont vraiment très loin, et donc du coup en fait nos héros ne sont jamais vraiment en danger. Là pour le coup oui, ils sont tout le temps sur le qui-vive, ils sont tout le temps en train de réfléchir à des stratégies, etc. Donc vraiment tout est fait pour que ça soit dynamique. Et du coup j'ai super hâte du tome 3, le tome 3 est encore plus court
que le 2 du coup, parce que lui il fait 370, l'autre il doit en faire 340, quelque chose comme ça. Mais c'est pas plus mal parce qu'au final, c'est vrai que maintenant il reste que le dénouement, donc c'est pas plus mal qu'il soit plus court parce que il va falloir directement rentrer dans le sujet là pour voir quelle est cette fin. Mais en tout cas, voilà, vraiment en tant que fantaisie animalière, vraiment foncez. En tout cas, sachez que moi, j'ai quand même hésité de nombreuses fois parce que cette trilogie, elle est dispo dans une des bibliothèques que je fréquente et je passais tous les jours devant. Je l'ai prise, je crois 2 fois chez moi et à chaque fois je la rendais parce que je sais pas, je la sentais pas, voilà, c'était peut-être pas le moment. Et du coup, je l'ai re-rendue à chaque fois jusqu'au moment où, j'ai trouvé le bon plan de les avoir chez moi. J'avais très envie de relire la fantaisie animalière. Donc du coup, je suis très contente de la revoir aller laisser leur chance parce que c'est vraiment génial. Ensuite, il y avait 2 autres livres du coup que je devais lire pour le Cozy Book Challenge. On va faire dans l'ordre. Alors lui, je l'ai rajouté après en fait dans le Cozy Book Challenge parce que à la base pour le menu 4 jeux, pour la sous-catégorie Bienvenue au Pays des Merveilles, je devais lire une réécriture de conte. J'avais mis James Potter, sauf que ça me faisait plus tellement envie que ça. Donc à la place, j'ai mis Le Royaume Assassiné, qui était en plus une lecture qui était obligatoire pour ce mois d'avril, pour ce mois de mars, parce que je l'avais tiré dans ma book jar. Du coup, je l'ai lu, je l'ai fini et je l'ai directement intégré au Cozy Book Challenge parce que là, on va revisiter le conte de la petite sirène. Donc, pour faire le topo, nous allons suivre 2 points de vue. Donc, nous allons suivre Lyra, qui est la sirène la plus dangereuse de l'océan. Sa mère est la reine de l'océan. Sa mère est vraiment une reine tyrante. Elle est crainte de partout dans l'océan. C'est un joli mélange de sirène et de méduse. Donc, ça fait beaucoup penser à Médusa. Et donc la petite sirène, voilà, elle est connue surtout pour manger le cœur de tous les princes qu'elle croise dans les bateaux, enfin sur les bateaux sur l'océan. Chaque fois qu'elle trouve un prince, elle lui arrache le cœur. Sauf que elle doit en tuer qu'un seul par an, qu'un seul lors de son anniversaire. Et plus on a de cœurs, enfin plus on est respecté dans la société, etc. Et donc là, elle était censée tuer son 18e prince pour son 18e anniversaire pour après accéder à la couronne. Sauf qu'elle tue un prince avant son anniversaire. Sa mère va lui en vouloir et elle va lui dire comme punition, et ben voilà, t'as voulu faire la maline, tu vas me choper le cœur de ce prince-ci. Parce que ce prince-là, je sais même plus comment il s'appelle. Il m'avait tellement pas plu. Eliane, donc le prince Eliane qui est un prince qui est vraiment sur le point d'être couronné, sauf que c'est un prince qui préfère être sur les bateaux plutôt que sur la terre. Donc c'est un prince aussi qui chasse les sirènes, il a vraiment une haine envers ces sirènes énorme, normal, elle bouffe toutes les... elle bouffe les matelots, les marins et les rois et les princes, enfin voilà quoi. Et du coup, Eliane va se mettre en tête de chasser la sirène tueuse de princes, dévoreuse de princes, qui est d'autre que Lyra. Et donc du coup, elle va essayer de tuer Eliane. Sauf que au moment où elle aurait pu le faire, elle ne l'a pas fait, sous prétexte que il était trop bien protégé pour prendre le risque de le tuer. Du coup, elle est repartie en arrière. Sauf que sa mère n'a pas du tout apprécié, elle lui a dit ah ouais tu n'as pas voulu le tuer, bon et bah du coup hop je te donne des jambes, tu vas dans le monde des humains et tu as 1 mois pour me ramener le cœur du prince. Voilà, donc c'est le pitch est plutôt pas mal. Du coup elle va, vu qu'elle va se retrouver avec des jambes, elle va dériver au fond de l'océan jusqu'à ce que le prince la repêche. Elle va évidemment garder le secret que c'est elle, la sirène dévoreuse de princes que Eliane cherche éperdument. Et là, normalement, est censée se nouer une romance entre les 2 personnages. Sauf que vraiment, la romance, elle n'arrive qu'aux 3/4 du bouquin. Et vraiment de manière trop rapide. Je veux dire, j'ai lu des romantaisies vraiment où la romance venait peut-être rapidement, ils s'embrassaient rapidement parce que c'est coup de foudre et tout. Mais après, derrière, vraiment, ils construisaient quelque chose. Ils construisaient une relation, il y avait un petit jeu de séduction, il y avait vraiment une petite tension et tout. Là, il y avait rien. Il n'y avait pas de tension, il n'y avait pas de jeu de séduction, ils se faisaient que se foutre sur la gueule. Après, il y a vraiment cette relation chien et chat qu'on aime beaucoup avec, dans les Enemies to Lovers, là, c'en est un. Mais là, vraiment, c'était rien, il y avait rien qui laissait percevoir aucune
tension, aucune attirance, aucune ouais, attitude de flirt, quoi. Vraiment, rien du tout. Ça m'a pas du tout fait palpiter. Donc c'est vraiment très dommage parce qu'en plus il est très gros. Il y avait vraiment des longueurs... parce que déjà c'était assez long avant que les deux personnages se rencontrent. Ils se rencontrent, je crois, à partir de 160 pages, quelque chose comme ça. Même pas, 160 pages, si, 160 pages, ils viennent de se rencontrer. Voilà. Et après, déjà, c'était long pour qu'ils se rencontrent. Et une fois qu'ils se sont rencontrés, avant qu'il se passe quelque chose, il faut attendre au moins la page 400 sur 500 pages, quoi. Et voilà, ils s'embrassent, voilà, au bout de la 400e page. Et c'est vraiment très très long. Et c'est pas non plus le meilleur baiser que j'ai vu, ou enfin que j'ai lu. Et enfin, je sais pas, leur relation est vraiment très bizarre, très malmenée. Et ça m'a un peu déçu. Ça m'a un peu déçu, donc je ne vais pas le garder. Il ira trouver quelqu'un d'autre, mais je suis un peu déçue. Alors, en plus, je m'étais dit, j'étais fière de moi d'avoir lu une grosse pavasse comme ça, d'une romantaisie et tout. Et puis au final, eh ben non, ça m'a pas tant plu que ça. La fin est un petit peu cucul à praline. Il s'invente un amour fou alors que il s'était jamais vraiment dit quoi que ce soit. Enfin, ils se sont jamais vraiment pardonnés non plus. Enfin, c'est vraiment très très bizarre. Très très bizarre comme histoire. J'ai pas kiffé. Ensuite, l'autre livre que je devais lire et que là pour le coup j'ai vraiment kiffé, c'est le tome 4 des Royaumes Sauvages, La Boussole de la Nuit. Ce tome 4 me faisait vraiment énormément peur et je l'ai mis pour prendre garde au Jabberwocky, toujours dans le menu 4 du Cozy Book, pour les mots-clés roman jeunesse ou quoi, je sais plus. En tout cas pour roman jeunesse. Donc je l'ai vraiment adoré. J'ai pris mon temps celui-là pour le lire parce que vraiment voilà, il est plus gros que le Royaume assassiné. Il faisait 560 pages. Donc 200 pages que les 3 premiers tomes, quoi. Donc vraiment j'avais peur que ce soit long, qu'il y ait des longueurs et tout. Et donc je me suis dit, Louane, prends ton temps, ne te mets pas comme je faisais à chaque fois, de me mettre, il faut que je lise la moitié, puis demain je lirai l'autre moitié, etc., etc. Enfin, j'ai pris un peu plus mon temps. Je l'ai lu en un week-end, du coup je crois, donc samedi, dimanche, lundi, ou vendredi, samedi, dimanche, un truc comme ça. Les Royaumes Sauvages, ouais, voilà, j'ai mis 4 jours pour le lire. Avec un jour où j'ai pas lu du tout, mais voilà, en gros j'ai mis 4 jours et franchement j'ai pas regretté parce que je pense que si je m'étais mis en tête de le finir plus rapidement, je serais vraiment passée à côté, parce que c'est vrai que parfois il y a des petites longueurs parce que ils partent en quête d'une créature sauvage dans la toundra inexplorée. Donc qui dit inexplorée dit grande prudence, dit grand voyage, dit on sait pas quand est-ce que ça va se terminer, on sait pas s'il y a un bout du monde quelque part. Et donc voilà, il faut pas le lire rapidement, il faut vraiment prendre son temps pour pas être saoulé. Parce que du coup, si vous arrêtez, enfin, vraiment toute les 3/4 du roman, c'est vraiment ce voyage-là. Donc c'est vrai que si au plus vous découpez votre lecture, au plus vous apprécierez de revenir. Donc là, on part à la recherche de la bête légendaire de la toundra, qui est un des royaumes sauvages. Nos héros sont beaucoup plus grands que le premier tome, hein, c'est normal, maintenant ils ont 15 ans. Et on va découvrir aussi plein de nouvelles choses sur nos personnages. Vraiment là, ce tome-là est vraiment marqueur de du développement du caractère de nos personnages. Parce que vraiment on les voit sous de nouveaux jours. Même les adultes ont pris du grain, ont pris pas mal de nouvelles choses, on va dire. Pour nos deux maîtres, qui sont obligés de faire front commun contre Audriane. Donc Viola, non c'est pas Viola, Cyril et Runa. Et il va y avoir vraiment plein de choses qui vont être tissées entre eux. On va apprendre énormément de choses sur le passé de Runa. On va apprendre aussi pas mal de choses sur Cyril. On va apprendre aussi pas mal de choses sur Barclay et sur Audriane, qui ont, ma foi, un pouvoir un petit peu spécial qui va faire peur à Barclay et à la guilde, parce que c'est pas normal. Et on va apprendre aussi pas mal de choses sur les royaumes sauvages, sur l'histoire des royaumes sauvages. Là, on apprend comment ont été divisés les royaumes sauvages, comment ça s'est fait, etc. Donc c'était vraiment très bien, c'était très porté sur l'historique et c'était vraiment bien mené sur l'historique et sur le voyage. L'action
il y en a, notamment avec cette grosse bébête. Là, j'avais hâte de la voir dans l'histoire parce que vraiment, ça donne envie. Ça me faisait penser je crois que c'est Godzilla, quand il doit affronter le monstre, enfin le dragon à plusieurs têtes sur l'eau du volcan, enfin bref. Voilà, j'avais très hâte de voir ce monstre-là. On en voit d'autres aussi, on voit d'autres monstres. Et surtout, ça se finit sur un gros cliffhanger. Parce que, normalement, on n'est pas censé se lier à des bêtes légendaires. Je vous en dis pas plus, mais ça risque d'annoncer un 5e tome vraiment immense. Normalement, il y en a 7. 7 parce que il y a 7 bêtes légendaires je pense, donc ça fera un tome par royaume, ce qui me convient parfaitement au final parce que ça promet du renouveau à chaque nouveau tome. Donc au final voilà, si le tome 5 est aussi gros, je n'aurai pas peur parce que maintenant j'ai vraiment confiance à la plume de Amanda Foody, parce que voilà, il faut que la plume soit vraiment exceptionnelle pour me tenir sur du plus de 500 pages quoi, pas comme le Royaume Assassiné par exemple. Donc vraiment, j'ai super confiance en elle maintenant et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire la suite. Donc voilà pour ce Cozy Book Challenge 2025. Normalement c'est sur 2 mois, donc il y a encore le... Non, c'est la fin, c'est ce soir. Du coup, je tourne la vidéo, on est le lundi 31. Donc voilà pour ce Cozy Book Challenge. Maintenant, on va parler des lectures annexes que j'ai faites et qui ne rentrent pas spécialement dans le Cozy Book Challenge. Donc j'ai lu pas mal de graphiques, j'ai lu Les Carnets de Cerises, le tome 6, très joli, même si du coup il faut pas s'attendre au même format que les autres tomes, parce que là, dans ce tome 6, il y a énormément de parties écrites et peu de parties BD au final. On va dire que c'est moitié-moitié, parce que du coup ils vont partir faire un tour du monde et voilà, normal, Cerise va vraiment pour nous faire un topo sur tous les pays qu'ils vont visiter. Les planches de BD n'auraient pas suffi, donc on a des pages de carnet où elle explique ce qui se passe dedans. Ça va être aussi beaucoup sur le développement personnel, parce que on va parler de famille recomposée, on va parler de relations beau-père-belle-fille. Et aussi, on va parler de déménagement, de recomposition de famille, de questionnement sur la vie, parce que quand ils vont faire le tour du monde, ils vont voir des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc ça va poser pas mal de questions. Donc c'était vraiment voilà un tome très voyageur et très moraliste, je pense, sur pas mal de choses, et qui pourrait parler à beaucoup d'enfants qui sont en pleine situation, par exemple de recomposition de famille. Voilà, ça pourrait être vraiment top pour aborder le sujet. Ensuite j'ai lu le 5e tome de Sentinelle du Petit Peuple. Celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé, plus que les autres, parce que je peux pas vous le dire, c'est un spoiler, mais enfin il va se passer quelque chose avec la fille et la mère, voilà, qui a été pour moi super important. Il fallait que ça se passe. Donc voilà, je suis très contente que ce soit passé. Il y a une résolution en soi aussi par rapport aux 4 tomes derniers. Il y a quelque chose qui se conclut. Donc je ne sais pas s'il y aura un tome 6 ou pas. Mais s'il y a un tome 6, pareil, ce sera un livre que j'aimerais beaucoup découvrir. Voilà, c'était très sympa cette histoire avec le petit peuple. Voilà, c'était très sympa. Ensuite, j'ai lu Joanie et l'Abominable Poisson d'Avril. Donc ça, c'est une petite sortie que j'ai eue, à partir du 15 ou 16 mars. Alors, ce livre-là, je sais pas si je vais le garder ou pas. Pour l'instant, je le garde, mais si je dois faire du tri, peut-être qu'il sautera. Donc Joanie et l'abominable Poisson d'Avril. Nous allons suivre une petite fille qui vit avec ses parents. Elle en a un peu marre de leurs blagues à 2 balles, mais du coup elle va quand même partir avec eux dans un voyage au bord d'un lac où ils vont faire du camping. Sauf qu'au moment où ils arrivent, où elle s'approche du lac, elle se fait enlever par les créatures du lac, et elle va devoir affronter l'abominable Poisson d'Avril pendant le bidonnage sacré, qui est un concours de blagues avec le roi du lac, du coup, qui est le Poisson d'Avril, l'abominable Poisson d'Avril. Alors il a des noms, franchement, je sais plus, parce que non, c'est pas ça. Voilà, du style, ils ont des noms hilarants, 13, voilà. Alors c'était plutôt sympa, c'est vraiment un livre court, hein, donc voilà. Mais c'est juste que c'est assez lourd, parce que vu que c'est du Poisson d'Avril, que elle va faire des concours de blagues, etc. Donc elle va avoir en face d'elle plein de personnages qui vont avoir un humour
très premier degré. Donc des blagues du style les blagues carambar. Donc voilà, parfois c'était un peu lourd. Mais ça dépend. Après voilà, c'est pour les petits. Je pense qu'à partir de 8 ans, ça se lit très facilement. Hein. Et c'est plutôt pas mal. Il y a un esprit très à la Gang des requins aussi, parce que du coup, ben, le poisson d'avril, c'est pas un poisson d'avril, c'est un gros requin. Et elle va se faire aider d'un homard et d'une carpe. Voilà. Alors c'est très mignon. Mais pour moi, c'était pas vraiment mon style d'humour. Ça va être des blagues du style, tu connais l'histoire du petit déjeuner? Non? Bah, pas de bol. Voilà. C'est ce genre de petites blagues. Mais bon, je pense que pour les petits, ça peut vraiment faire très rire. Mais pour moi, voilà. Mais en tout cas, je le garde au cas où. Je sais pas s'il restera longtemps, du moins jusqu'à que Léon sache lire. Mais je pense que ça pourrait le faire lire et ça pourrait le faire rire, donc peut-être que je vais le garder, mais je sais pas. Son avenir est encore incertain. Mais en tout cas, c'était rafraîchissant, c'était pas mal à lire entre 2 livres, entre 2 gros livres par exemple, ou à lire pour vous remettre d'une page de lecture, quelque chose comme ça. Voilà, mais c'est quand même très léger. Ensuite, j'ai lu La Cabane Magique en BD. Je l'ai lu et je l'ai acheté parce que je devais acheter des bouquins pour un anniversaire d'un petit. J'ai acheté des livres à mon fils et je dis bah je vais m'en acheter moi aussi. Et donc du coup je me suis pris cette BD là parce que La Cabane Magique c'est des livres que j'ai lisais beaucoup quand j'étais plus jeune. Et c'était des histoires que j'aimais beaucoup. Chaque cabane magique une nouvelle histoire, une nouvelle aventure. Et donc là c'est la première aventure de La Cabane Magique en format BD. Pour l'instant il n'y a que 3 BD je crois. C'était très intéressant, les graphiques sont plutôt simples et gros, mais c'est parce que voilà, c'est pour nos jeunes. Mais c'est un peu sous format comics, c'est pas de la BD traditionnelle. Hein. On s'inspire beaucoup du comics avec les pleines pages juste avec des bulles, ou alors des cases qui sont des fois pas très droites. Enfin voilà, c'est vraiment pas mal. Les couleurs sont très belles. Voilà, après c'est quand même très simple, plus simple que les romans, mais pour rendre accessible ces histoires-là, je pense que c'est vraiment très bien. Et ça, franchement, c'est des choses que je pourrais largement recommander au boulot pour tous les lecteurs. J'en connais beaucoup qui lisent des cabanes magiques, mais que les parents me disent à chaque fois, bon ben voilà, il a arrêté, il n'arrivait plus à lire le roman. Donc ça pourrait être un très bon moyen pour qu'ils continuent à lire les cabanes magiques, mais en format BD. Mais bon, le souci c'est que là il y en a que 3 et que les cabanes magiques en roman il y en a vraiment beaucoup, je sais pas combien. Mais bon voilà, en tout cas c'est très sympa, c'est vraiment très sympa, c'était agréable aux yeux avec toutes ces belles couleurs et tout. Très sympa. Ensuite, j'ai lu pas mal de BD. J'ai lu du coup Elana, le tome 1 et 2. Normalement, je devais lire les 7 tomes, sauf qu'en fait, j'ai pas du tout accroché, c'est fou. Hein. Quand ça veut pas. Je les ai essayés en roman, j'ai essayé les mondes des Willan, la quête des Willan et tout, j'arrive pas à accrocher. Et donc du coup, ben voilà, normalement, je devais lire les 7 tomes, j'en ai lu que 2 parce que j'ai pas accroché et j'avais pas envie de lire la suite. C'est dommage. C'est dommage parce que Bottero c'est quand même une grande plume de la littérature jeunesse et dans mon métier ça aurait été bien, mais bon moi j'ai fait l'effort, je sais à peu près de quoi parle Elana. Après pour en parler aux parents ou autres, je sais à peu près aussi de quoi parle les mondes des Willan, les quêtes des Willan aussi en BD, mais j'irai pas plus loin quoi. Vraiment j'ai pas accroché, c'est comme ça. Ensuite, une série par contre que j'ai vraiment accroché BD, j'ai lu les 7 tomes de Harmony. Là, on est vraiment sur un espèce de Stranger Things parce que il va y avoir des enfants qui vont être enlevés, on va dire, avec gratitude. Et des expériences vont être menées sur eux parce que quand ils vont découvrir qu'un certain traitement qui leur sont administrés, ils développent des facultés. Qui peut être de la télékinésie, de la télépathie, de la magie élémentaire, des choses comme ça. Et ben ça va tourner un petit peu au vinaigre quand ils vont découvrir que ces enfants-là pourraient être très bien comme armes humaines. Sauf que notre Harmonie va être la rebelle et elle va essayer à chaque fois de sauver les 2 enfants avec qui elle a grandi, qui sont comme son petit frère et sa petite sœur, quoi. Et donc vraiment, j'ai lu les 7 tomes dans la même soirée. Donc en 2 heures, je les ai dévorés et c'était vraiment génial.
D'autant plus que s'ajoute à cela ce côté très scientifique et un peu dystopique, le côté très historique, parce que apparemment ces pouvoirs-là ne seraient pas à cause de traitements qu'ils reçoivent, mais seraient plutôt un héritage d'une civilisation perdue. Donc franchement c'était vraiment super cool et je suis très contente du coup de les avoir lus. Ils traînaient dans ma palle depuis un petit moment. Ensuite j'ai fini aujourd'hui même, j'ai fini L'Héritier de Draconis. Donc ce mois-ci j'ai lu le tome 3, 4 et 5. Donc vraiment très triste de les quitter maintenant. Parce que c'était vraiment une fantaisie jeunesse que j'ai vraiment adoré, avec ces dragons, avec ces sculptures de dragons, avec ces statuettes de dragons, cette histoire familiale, cette histoire de boules lumineuses, de gargouilles, enfin vraiment il y a énormément de choses, il y a beaucoup de personnages qu'on recroise très souvent et qui sont vraiment une bouffée d'air à chaque fois qu'on les revoit. Et en plus, ça se lit vraiment... Karina Rosenfeld a vraiment une plume faite pour la jeunesse parce que c'est vraiment hyper fluide, tout en écrivant une histoire qui est quand même complexe. Parce que le monde de Draconis c'est quand même très complet, il y a pas mal de choses à comprendre et à savoir. Et le seul truc que je pourrais reprocher, c'est qu'il n'y a pas de cartes. Et le souci, c'est que presque dans chacun des tomes, on va découvrir une partie du monde de Draconis. Et je trouve que ça aurait été vraiment super sympa qu'on ait une carte. Pour voilà, suivre leurs péripéties, suivre à peu près où est-ce qu'ils vont, où est-ce qu'ils sont, les durées de voyage pour qu'on comprenne mieux et tout. Enfin, c'est peut-être l'unique et seul reproche que je pourrais faire à cette saga, qui à ma foi est un coup de cœur. Vraiment, cette série de 5 romans est un vrai coup de cœur. Et du coup, pour le coup, je suis vraiment super contente de me les avoir achetés parce que j'aurais voulu les avoir chez moi pour Léon plus tard. Parce qu'à la base j'avais lu le premier tome à la bibliothèque et puis après je me suis dit mais non, en fait il me faut absolument les 5 tomes à la maison parce que qu'ils étaient vraiment géniaux. Et du coup je suis très contente de pouvoir les avoir tous chez moi parce que c'était vraiment génial. Et donc du coup le tome 4 je l'ai lu hier et le tome 5 aujourd'hui parce que j'avais trop envie de savoir cette dernière bataille, qui allait gagner, quel choix allait faire Elliot entre les deux mondes auxquels il appartient. Donc c'était vraiment génial. Donc pour le petit topo, ça va être Elliot, qui est un terrien, qui a la vie un petit peu compliquée parce qu'il n'a jamais connu ses parents, donc il a vraiment sauté de famille d'accueil en famille d'accueil, parce qu'il avait des problèmes de colère, parce qu'il avait des choses qui lui arrivaient qu'il n'arrivait pas à comprendre, jusqu'au moment où, avec ses 2 amis avec qui il habite très proche et avec qui il va à l'école avec, une boule de lumière va les aspirer et va les emmener dans un monde inconnu, donc le monde de Draconis. Et c'est là qu'il va apprendre qu'il est un héritier de Draconis, que ses parents biologiques étaient les rois et les reines de Draconis, et qu'ils ont été tués par son oncle, qui maintenant possède le trône. Et voilà que Draconis a besoin d'Elliot, a besoin de l'héritier de Draconis pour ramener la paix dans ce royaume. Et s'ajoute à cela le fait que lorsqu'il regarde des statuettes de dragons, il peut se transformer en dragon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au fil du tome, il va rencontrer un personnage qui est un personnage qui est capable de créer des statues de dragons. Et en fait, on va y avoir tout un bestiaire. Et ça aurait été vraiment formidable aussi, d'avoir un bestiaire de tous les dragons que croise Elliot, que tous les dragons que Elliot va incarner, ou vraiment le bestiaire complet quoi des Draconis. Ça aurait été vraiment un truc en plus à faire, donc la carte et le bestiaire de tous les dragons. Parce qu'il y en a vraiment, ils sont vraiment géniaux, c'est vraiment super bien pensé de la part de l'autrice. Donc vraiment c'est que du bon, cette série de fantasy jeunesse, je la recommande vraiment fortement. Ensuite, en BD, j'ai lu Les Chevaliers de l'étrange, le tome 2. Donc le tome 1, ça fait un petit moment que je l'avais lu, mais du coup, Les Chevaliers de l'étrange, ça va être 2 enfants, plus une adulte qui vont se rendre compte que lorsqu'ils ils mettent des anneaux à leurs doigts, ils peuvent voir l'invisible. Et donc du coup, en gros, le tome 1 était une enquête. Le tome 2 est une deuxième enquête. Et ils partent un peu à la chasse aux fantômes ou à des choses magiques, à des esprits, à des choses voilà qui sortent vraiment de l'ordinaire. Donc voilà, ça va être des petites enquêtes assez sympatoches. Ça c'est une série que je me ferai joie de continuer jusqu'au dernier, parce que c'est vraiment très rafraîchissant, c'est vraiment très cool, sans prise de tête. Et puis je trouve que le deuxième tome a amené sa propre pierre à l'édifice à l'histoire de nos personnages. Donc voilà, si ça continue dans cette vibe là, les prochains tomes, ça sera vraiment un grand plaisir de lire cette série.
Ensuite, j'ai lu avec grand plaisir du coup Demigods Academy, le tome 2 et 3. Écoutez, du coup, je vous avais dit quand j'ai lu le tome 1 ou dans mon book haul, j'avais dit que pour l'instant, j'attendais de commander le tome 4, de lire au moins le tome 2 pour savoir si je voulais lire le tome 4, parce que c'est une série du coup qui compte 16 tomes en VO. Et le tome 4 sort là le 2 avril. Et donc du coup, vu que j'ai fini le tome 2 et le tome 3, ben, j'ai précommandé le tome 4 parce que ma foi, j'ai beaucoup accroché à notre personnage. Vraiment, je l'ai beaucoup aimé. En plus, c'est écrit à la première personne, donc on est vraiment dans la peau de Mélanie et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous avais parlé aussi apparemment, il y aurait du spicy dans le tome 2 et 3. Et c'est vrai, et c'est pas hyper dérangeant, bien que ça serait bien... Enfin, je sais pas comment ça va être dans le tome 4. Mais c'est pas vraiment ce que je me serais imaginé, parce que du coup, ça va être un triangle amoureux. Hein, elle devra choisir entre deux garçons, le gentil et le méchant. Mais le méchant est peut-être plus gentil qu'il n'y paraît, plus sincère qu'il n'y paraît, et le gentil est peut-être un peu trop gentil et un peu trop mou du cul, quoi. Donc moi, j'ai préféré le méchant, le bad boys. Mais parce que c'était vraiment très bien amené et que je trouvais que Mélanie était beaucoup plus proche de la personnalité du bad boys que du gentil. Et je trouvais qu'elle était beaucoup plus entière et beaucoup plus elle-même avec elle et que j'aimais bien. Et c'est pour ça que sur Instagram, j'avais dit que j'avais bien aimé cette série parce que c'était une série où les personnages qui avaient en eux quelque chose de sombre, mais pas forcément toxique, l'acceptaient. C'est-à-dire que c'est une fille qui est douée pour se battre, qui est douée avec les ombres, qui est douée avec des pouvoirs obscurs, sans forcément être une mauvaise personne. Et donc du coup, j'ai beaucoup aimé le fait que elle s'accepte comme ça et que elle le montre devant tout le monde et qu'elle s'en fout complet que les autres aient peur d'elle ou que les autres lui parlent mal. Même ses amis, elle a dû se battre contre ses amis qui commençaient à la voir d'un mauvais œil parce que elle faisait des choses que les autres n'étaient pas capables de faire. Donc c'était beaucoup de jalousie aussi. Mais c'était vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé aussi le retournement de situation avec les dieux, parce que là du coup il y a vraiment tout un complot vraiment politique hein, au niveau des dieux, qui était vraiment super intéressant à découvrir et à chercher un peu à savoir le vrai du faux. Donc vraiment pour moi cette série c'est vraiment un 100%, je pourrais même dire que c'est un coup de cœur si le tome 4 continue dans la lignée, mais en tout cas le premier cycle m'a vraiment convaincu et le spicy je trouve n'était pas de trop. Je trouve que ça allait un petit peu dans la logique des choses et je pense même que s'il n'y en avait pas eu, ça aurait été même frustrant et pas logique. Donc voilà, vraiment pour moi, Demigods Academy, c'est vraiment génial. Attention quand même, du coup, c'est pour public averti à partir du deuxième tome. Le premier tome est relativement simple et ressemble un peu à toutes les dystopies qui puissent exister à partir de 13-14 ans. Mais voilà, à partir du deuxième tome, ça devient, à caractère spicy, quoi. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment super hâte de lire le tome 4 et de voir ce que ça donne. Parce que du coup, dans le tome 4, c'est une adulte qui va participer à la reconstruction de tout un nouveau monde. Et voilà, vraiment, on se retrouve, je pense que si je le reçois au mois d'avril, peut-être que je le lirai au mois d'avril, parce que ce sont vraiment des petits romans de 238 pages, quoi, 240 pages, c'est jamais bien énorme, donc ça se lit vraiment très très vite. Donc peut-être que je lirai le tome 4 au mois d'avril, en tout cas on se retrouve soit mi-avril, soit fin avril pour voir si j'ai lu le tome 4. Ensuite, j'ai lu Jefferson, la BD, donc c'est vraiment l'adaptation de A à Z du premier roman de Jefferson. J'ai trouvé vraiment ça très bien fait, en tout cas les planches sont vraiment très très belles au niveau de l'histoire, bon il n'y a rien de nouveau, ils ont vraiment pris les grandes lignes de Jefferson, mais ils ont quand même gardé ce côté très touchant et émouvant à travers l'amitié de Jefferson et de tous les autres personnages qui sont là pour lui. Donc ça c'est une série de BD, vraiment je pense que ce serait plus mon côté collectionneuse et côté fan-loveuse que je les aurais, parce que on découvre rien de bien de nouveau comparé au roman. Mais je l'ai surtout pris aussi pour mon mari, pour qu'il puisse découvrir cette série, parce que voilà, il préfère les BD au roman, chacun fait comme il lui plaît. Mais voilà, vraiment c'est une très très bonne adaptation. Si vous aussi vous hésitez un peu avec le roman, vous n'avez pas super envie de lire le roman, en tout cas vous sachez que la BD est vraiment très fidèle au roman et que vous pouvez plonger dedans les yeux fermés.
Ensuite, on va arriver sur les 5 derniers. Donc le 5e, c'est Les Seigneurs de Bagdad. Donc c'est une BD que j'ai lue au travail. Et franchement, je préférais ne pas l'avoir lue parce que vraiment, elle m'a fait beaucoup de mal. Donc Les Seigneurs de Bagdad, c'est en 2003 pendant la guerre en Irak. Il va y avoir un zoo qui va être touché par les bombardements et en fait dedans nous allons suivre une meute de lions où la lionne en chef, on va dire, essaye de convaincre les gazelles, les singes de faire alliance pour de retrouver leur liberté. Sauf que dans la meute de lions, nous allons suivre une lionne qui, elle, a connu la vie sauvage et a été capturée ensuite. Et donc, elle va un peu à l'encontre de cette rébellion parce que elle essaie de convaincre les autres que dans leur zoo, ils sont vraiment très bien, ils sont nourris, ils sont protégés, ils sont vraiment très bien. Que comparé à la vie sauvage où vraiment vraiment il y a une scène de viol dedans. Cette lionne s'est fait violer par 3 lions, donc c'était vraiment trash quand même. C'est vraiment une BD pour adultes, hein. Et du coup voilà, elle explique qu'en captivité elle est très bien et que elle, pour rien au monde, elle retournerait dans la nature sauvage. Sauf que fait de la guerre, les clôtures du zoo vont sauter à cause d'un bombardement. Et donc du coup les lions vont se retrouver au milieu de Bagdad. C'est pour ça qu'on dit Les Seigneurs de Bagdad. Et donc du coup on va suivre voilà cette petite meute de lions. Mais vraiment la BD est vraiment très très fine, elle est très petite. Et ils vont se retrouver dedans et ils vont se retrouver dans le centre de la ville. Ils vont essayer de trouver à manger, chose pas facile quand on a perdu l'instinct de chasser parce que dans les zoos ils chassent pas, hein. Et on commence un peu à s'attacher à eux. Jusqu'au moment où vraiment la fin est hyper rapide et hyper violente et ça m'a vraiment fait mal au cœur parce que au milieu de cette meute on a un enfant avec sa mère quoi, donc la lionne qui cherchait à se rebeller et franchement ça m'a vraiment mis mal. J'ai fermé cette BD et j'ai regardé ma collègue, j'ai dit non mais en fait pourquoi ils font ça quoi, enfin voilà, c'était vraiment pas cool. Si vous avez pleuré devant le Roi Lion, ne lisez pas Les Seigneurs de Bagdad parce qu'en soi je vois pas non plus ce qu'il y a de très très beau étant donné que c'est vraiment dur parce que on voit de l'espoir dans les jeunes lions qui découvrent la liberté. Et vraiment, on voit naître l'espoir chez eux et tout. Et puis d'un coup, paf, écran noir. Enfin bon, voilà, vraiment pas cool cette BD. Ensuite, les 4 derniers livres, j'ai lu Magic Animals, le tome 5. Donc le tome 5 n'est pas forcément une suite, mais c'est une nouvelle aventure de nos Magic Animals. Donc on va suivre 5 personnages qui sont capables soit de se transformer en animal, soit en enfant, soit un mixte entre animal et enfant. Et donc du coup, chaque nouveau tome, c'est pas forcément obligé de les lire à la suite, quoi. C'est vraiment des aventures indépendantes. D'autant plus qu'à chaque fois en début de tome, le premier chapitre consiste à vous rappeler ce qu'ils sont, ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait, etc. Et c'est un format qui était plutôt pas mal, enfin qui est plutôt pas mal parce que nous avons le format roman illustré et puis dans chaque chapitre vous avez des planches de BD. Donc voilà, je trouve que ce genre de roman hybride c'est vraiment génial. Ça ajoute une petite valeur, ça ajoute aussi un petit point de curiosité pour les enfants qui ne sont pas habitués à lire que du roman. Voilà, ça fait une petite pause dedans, donc c'est vraiment top. Et là, ça va tourner surtout autour des chats. Donc pour tous les amoureux des chats, vous allez être joie dans cette histoire. Ça, c'est une série voilà que je suivrai aussi pareil jusqu'à la fin parce que vu que c'est du renouveau et que c'est peut-être pas forcément le même schéma parce que par exemple il y a des tomes où ça se passe après une journée d'école ou machin. Et là vraiment ça se passe, ils font rien de spécial, juste ça leur tombe dessus et ils réagissent sur le coup. Donc vraiment c'est vraiment cool et puis voilà, je vais les suivre jusqu'à la fin, c'est vraiment très très bien. Ensuite, j'ai lu cette petite nouveauté qui me faisait un peu de l'œil. C'est pas tout le temps que je lis des petits romans chez l'école des loisirs, mais là celui-ci me faisait vraiment envie. Donc c'est Le jour où tout s'arrêta de Vincent Tirilli. Donc on va clairement parler du Covid, où justement tous les animaux de la forêt, en tout cas qu'on va suivre, on va suivre essentiellement des hérissons. Et ils vont se demander en fait
le papa va apprendre à ses deux hérissons le code de la route, donc comment traverser une route sans se faire écraser. Jusqu'au moment où, voilà, ils apprennent, ils font le code et tout, et puis au moment de passer l'examen, il n'y a plus aucune voiture sur les routes, et donc du coup, là va commencer l'enquête de où sont passés les hommes. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ça va beaucoup parler du Covid, et ça va surtout beaucoup parler de l'importance ou pas de l'importance des humains, parce que, à la fois on va parler que quand les humains étaient là, les animaux étaient très restreints, c'est sûr, hein, on fait pas du bien aux animaux, mais il y a aussi ce côté où malheureusement quand il y avait pas les humains, les populations étaient un peu plus régulées. Là, on va parler de la surpopulation des sangliers, par exemple. Voilà, c'est vraiment très sympa. C'est toujours fait avec de l'humour. C'est toujours fait avec des petites touches, de petites piqûres de rappel, hein, sur l'écologie, sur la maltraitance des animaux et sur la pollution dans nos villes. Et tout ça dans un petit roman, et je pense que ça c'est vraiment un roman qu'il faudrait étudier à l'école. Avec ça, franchement, vous l'étudiez avec vos C1, CE2, et c'est vraiment génial parce que vous allez découvrir toute une ribambelle d'animaux, du lapin, la tortue, au blaireau, vraiment plein de choses. Ils vont apprendre plein de choses, et je pense que ça vraiment ça peut être dans un programme scolaire pour étudier justement cette partie de l'histoire que peut-être les enfants n'ont pas su gérer, hein, parce qu'il y avait des enfants qui étaient enfermés aussi à la maison. Et voilà, ça peut vraiment être un livre qui peut être pédagogiquement très riche, très riche. Ensuite, j'ai lu le 3e tome du Peuple des Dragons. Donc la riposte, je pense que c'est le dernier. Donc là, c'est une fantaisie dragonesque que j'ai vraiment superbement appréciée. J'avais lu le tome 1 et le tome 2 d'affilée parce que c'était vraiment très gourmand. Et donc là, c'est la finalité et je suis très contente de l'avoir lu. Je ne suis pas déçue de cette fin. Et ça, c'est un livre aussi que je vais garder ad vitam aeternam parce que c'est vraiment super accessible. D'autant plus que, du coup, pour celui-là, à contrario des Draconis, on a une carte, et je trouve que c'est pas la plus aboutie des cartes, mais je trouve que, comme dans les héritiers des Draconis, nos personnages vont beaucoup voyager, et je trouve ça vraiment une valeur ajoutée pour faire le tracé de nos personnages et tout. J'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, donc là pour une jeune histoire, en gros ça va être Aurora qui va se voir confier un petit dragonou. Elle va devoir l'aider à se remettre, et elle vit avec son père. Sa mère fait plein de choses pour les dragons parce que voilà, les dragons et les humains vivent dans une paix assez changeante. Et du coup, Aurora va se retrouver embarquée dans une histoire où elle va devoir combattre le roi actuel parce que il s'avère qu'il fait du mal aux dragons. Et donc du coup, c'est pour ça que ça s'appelle le Peuple des Dragons. Aurora va lutter pour eux. Voilà, va lutter pour ces dragons, essayer de maintenir, de remettre une paix, et puis peut-être de destituer un roi et de mettre le vrai roi qui se cacherait par-ci par-là sur le trône. Donc voilà, c'est vraiment très sympa, très moyenâgeux, avec vraiment des intrigues politiques, des stratégies militaires, parce que du coup, il va y avoir une guerre, et aussi toute une partie qui va être très sage, menée par le Peuple des Dragons, qui vont être vraiment une preuve de sagesse, une preuve de peuple réfléchi, et qui ne sont pas les bêtes sauvages qu'on imagine à chaque fois. Ensuite, dernier livre que j'ai lu, j'ai lu du coup The Never King, donc c'est le premier tome de Cruel Garçon Perdu. Je l'ai trouvé d'occasion sur Vinted, et je me suis dit, allez, je vais essayer du spicy apparemment plus sur une revisite de contes donc de Peter Pan. Ce premier tome ne m'a pas tant dérangé que ça au niveau spicy, mais c'est quand même trash, hein. Et je l'ai fait lire pas plus tard que samedi soir à une amie qui lit des livres, où elle lit souvent des livres avec des scènes spicy dedans, contrairement à moi, mais même elle a été un peu choquée quand même, parce que c'est très cru, c'est très c'est trash, c'est vraiment trash, et ça vraiment c'est 18+, pas avant, vraiment pas avant pour moi. Et du coup c'est un harem inversé, parce que du coup elle va se retrouver avec 4 garçons, voilà, elle veut que ces 4 garçons.
donc Peter Pan, et deux jumeaux qui sont des princes Faé, et Vane qui est une ombre qui est vraiment très très sombre, qui est très proche de la mort, qui est très violent, qui voilà. C'est un petit peu l'électron noir, même si tous les quatre sont horribles avec Winnie, mais apparemment Winnie adore ça, enfin bon. Vraiment, c'était une expérience. Je garde ce livre pour me dire, tu as lu quelque chose de pareil. C'était une expérience, la première fois que je lisais un truc pareil. Et du coup, dans ma vibe, je me suis dit, bon, ben, en vrai, c'est pas mal, tu vois, ça me change. C'est quelque chose d'original que j'avais jamais lu. Et donc, du coup, je me suis lancée dans le tome 2 au format numérique. Et j'ai arrêté à la moitié du tome 2 parce que là, ça devenait vraiment trop sale. C'était vraiment sale. Et j'aimais pas du tout. J'ai pas du tout aimé. Ça m'a pas choqué, mais c'est juste que je trouvais ça dégueu, c'était pas plaisant, c'était pas érotique, c'était pas enfin voilà, ça te faisait rien, ça te faisait pas palpiter, ça te faisait rien du tout, c'était vraiment juste dégoûtant. Et du coup j'ai arrêté ça. Et puis après j'ai regardé mon chérie, je dis mais à quel moment un éditeur s'est dit tiens, ça mérite qu'on mette du temps dessus et tout, alors que vraiment c'est trop trash. Vous allez sur des sites, c'est exactement pareil, dans les pires catégories quoi, ça se trouve. Donc vraiment, vraiment voilà, c'est à prendre avec beaucoup de précautions. Et je trouve ça un peu bête parce que enfin ils ont mis en tout petit réservé à un public averti, mais un public averti ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Je juste mettais un scène, bon ils ont mis les trigger warnings à l'intérieur, mais pour les jeunes par exemple qui sont en librairie, mettez juste moins de 18 pour que ce soit clair et net que voilà, même à 16 ans tu peux être averti, mais tu peux pas être prêt à autant de trucs dégoûtants. Et voilà. Donc bon, même moi à 27 ans bientôt, j'étais dégoûtée par certains moments quoi. Donc ma foi, c'était une bonne expérience. Le tome 1 m'a plutôt plu, mais après voilà, je lirai pas la suite, ou alors je lirai peut-être la suite plus tard, mais là d'enchaîner les deux d'un coup, non, c'était trop. Peut-être que je reprendrai le tome 2 où j'en étais dans quelques mois ou quoi, mais là pour l'instant non, c'était trop pour ma petite personne quoi. Donc voilà, écoutez, nous avons fini cet objet de lecture qui est un peu long, mais parce que voilà, j'avais beaucoup de choses à dire sur toutes ces lectures que j'ai faites là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et du coup, ben, on se retrouve dans la 15 avril, quelque chose comme ça, pour le premier objet de lecture du mois d'avril, pendant lequel je fais le Tarot Books Challenge. Voilà, donc de nouvelles lectures que je vais vous présenter ensuite. Donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.